Brevet d'études du premier cycle 2015 en Côte d'Ivoire, légère hausse du taux de réussite, 58,62% contre 57,43% en 2014. Enfin, plus de 90 000 arbres bientôt plantés à Abidjan et dans le district de Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé aujourd'hui l'opération. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Des images pour commencer le coup d'envoi du projet de plantation d'arbres d'alignement le long des artères de la ville d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a planté aujourd'hui un arbre sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Objectif, procéder à l'embellissement du district. Le projet va coûter plus de 4 milliards de francs CFA et générer plus de 1000 emplois. Autre actualité, le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle 2015 en Côte d'Ivoire connaît une légère hausse, 58,62% cette année contre 57,43% en 2014. La direction des examens et concours a proclamé aujourd'hui les résultats. On fait le point avec Abou Sanogo. Joie pour les uns, tristesse pour les autres. La proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2015 sur l'ensemble du territoire n'a pas laissé les élèves indifférents. Les candidats heureux se sont manifestés pour diverses raisons. Je suis très heureuse parce que j'ai eu de bonnes notes aussi et j'ai eu mon BEPC. Je suis content. Ils vont me donner un cadeau. J'ai eu mon examen, c'est ma deuxième année. Il y a une, je suis trop contente. Selon les autorités de la direction des examens et concours DECO, qui ont fait la proclamation officielle des résultats le matin, le taux d'admission est de 58,62% et est en progression de 1,19% par rapport à 2014. Cependant, pour les 41,30% de candidats malheureux, les résultats laissent un goût amer. Ma première fois. Et l'année prochaine. Je vais travailler pour avoir. Entre ceux qui jubilent et ceux qui pleurent, il y a ceux qui vont porter des réclamations. Ils disposent de 112 heures et devront se munir de leur convocation sur laquelle sont mentionnés les critères de recevabilité des réclamations. Un tout autre sujet à présent. Que faire après des études de sociologie? Une conférence a été organisée récemment à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, dans la région de Bouaké. La rencontre visait à informer les étudiants des débouchés de cette discipline assez méconnue. C'est une initiative de l'Association des étudiants en socio-anthropologie. Les explications tout de suite de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La sociologie propose des lectures multidimensionnelles des phénomènes sociaux. C'est ainsi que les études en sociologie ouvrent un large terrain professionnel. Un terrain qui est d'ailleurs toujours à redéfinir parce que son objet, la société, est lui aussi en constante évolution. C'est dans ce cadre que l'Association des étudiants en sociologie, anthropologie de l'université Alassane Ouattara a organisé sa première activité au titre de l'année académique 2014-2015. Dénommée Initiation à la sociologie, cette activité a été marquée par des communications prononcées par des spécialistes en sociologie. Pour Konaté Fona, président de la dite association, il s'agit de permettre aux étudiants en sociologie de prendre connaissance des débouchés, des opportunités et des domaines de spécialisation qu'offre cette filière. Nous avions initié cette activité dans le but de donner un champ de vision plus large aux étudiants sur la question des spécialités. La sociologie offre également plusieurs opportunités d'emploi dans divers domaines. Professeur Abbé Noël, éminent sociologue, a salué cette initiative. Pour lui, les études de sociologie permettent d'acquérir une certaine polyvalence professionnelle. Les licenciés en sociologie peuvent exercer dans de nombreux secteurs professionnels, notamment l'administration publique, les médias, l'enseignement secondaire et universitaire, la gestion des ressources humaines, le marketing et les organisations internationales.
Un petit tour à présent dans la région du Bassa-Sandra. La sous-préfecture de Drogbo, située à environ 40 km de San Pedro, est une région essentiellement agricole, grande productrice de cacao. Cependant, cette localité est en proie à de nombreuses difficultés. Les zones de production sont difficiles d'accès. Conséquence, la sous-préfecture de Drogbo ne peut doubler sa capacité de production. Pour résoudre ce problème, la filière a organisé récemment une assemblée générale. Un pont de fortune pratiquement abîmé, pistes d'accès aux zones de production totalement dégradées, insécurité sur les pistes villageoises, faiblesse de la marge d'achat et insuffisance des produits phytosanitaires. Ce sont entre autres difficultés que vivent les producteurs de cacao du village de Ouaté, dans la sous-préfecture de Drogbo, à 40 km de San Pedro. Réunis au cours d'une assemblée générale, les producteurs de cacao de la Société coopérative agricole des Frères unis de Ouaté ont exprimé leur ras-le-bol face à cette situation qui ne s'arrange guère pour eux. Devant les autorités présentes, ils ont plaidé pour que des actions vigoureuses soient entreprises afin de les sortir de cette situation. La sous-préfète de San Pedro, Mme Okubo épouse Oku, représentant le préfet, a dit sa satisfaction devant le travail abattu par ses planteurs pour contribuer au développement agricole et économique de la Côte d'Ivoire. Chaque année, selon elle, cette coopérative de 500 membres produit à elle seule au moins 3500 tonnes de cacao. La sous-préfète a dit avoir pris bonne note de leur doléance et se fera leur porte-voix auprès des autorités compétentes. Actualité oblige, elle les a invités à adhérer à l'assurance maladie universelle et aussi à éviter la consommation de la viande de brousse et l'utilisation des sachets plastiques comme le recommande le gouvernement ivoirien. Un commentaire de Herman Niamia. 20 ans, ça se fête. Le Centre Solidarité Action Sociale de Bouaké a organisé récemment les activités marquant sa présence en Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale qui entreprend la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida a également fait le bilan de ses activités. On retrouve Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le Centre Solidarité Action Sociale, SAS ONG œuvrant dans le domaine de la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH-Sida et de leurs familles à 20 ans. 20 ans de combat et de persévérance dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour marquer cet anniversaire, cette structure a initié une cérémonie. Pour la directrice de cette organisation, cette célébration traduit le sens de l'engagement au profit des personnes malades. Il y a 20 ans de cela, le VIH-Sida était tellement abominable que personne ne croyait qu'on pouvait vivre avec. Aujourd'hui, on peut vivre avec. C'est beaucoup d'encouragement pour toutes ces personnes victimes du VIH-Sida, mais aussi pour interpeller la communauté tant nationale qu'internationale pour dire que le VIH-Sida existe, même si ce n'est plus dans sa forme d'antan, mais il fait encore des dégâts. Il faut continuer la mobilisation. Les autorités politiques et administratives de Bouaké ont exprimé leur reconnaissance au centre SAS et à ses partenaires pour leurs actions menées en faveur de la lutte contre cette pandémie. Ces autorités ont rassuré les responsables du centre SAS de leur soutien. Une visite du centre materno-infantile, de stands d'exposition des activités de la structure et une exposition des photos retraçant le parcours du centre SAS ont ponctué la cérémonie. Panique en Tunisie, des milliers de touristes étrangers s'empressent de quitter le pays au lendemain de l'attentat contre un hôtel de Sousse. L'attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique a coûté la vie à 38 personnes hier. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu le 29 juin prochain au Burundi. Annonce faite aujourd'hui par les autorités burundaises et cela malgré le climat tendu dans le pays. Matériel électoral incendié et explosion de grenades. Immigration clandestine. L'île de Lesbos en Grèce est aujourd'hui à bout de souffle. En effet, en moyenne 300 migrants, parmi lesquels des familles entières, débarquent quotidiennement sur ses côtes. Un seul centre accueille ces migrants. L'île de Lesbos appelle au secours. Fatiguées, assoiffées, ces familles viennent de traverser la mer Égée sur un bateau pneumatique. Pour ces migrants venus tout droit de Turquie après avoir fui la Syrie, Lesbos est une première étape vers l'Europe. La plupart des gens ici ils veulent aller à l'Europe.
La plupart veulent aller en Allemagne, en Suède, pour faire leur vie. Parce que vraiment la situation en Syrie, c'est vraiment de la merde, de la guerre. Il y a les enfants qui sont morts, les femmes. Espérons qu'on va bien arriver à l'Europe pour une vie meilleure, une vie belle, Inch'Allah. En moyenne, 300 personnes dont des familles entières débarquent presque quotidiennement sur les côtes de Lesbos, soit 3 fois plus que l'année dernière. La ville ne dispose que d'un centre d'accueil de 600 places. Face au manque de lits, des centaines de familles sont contraintes de dormir dehors. Mais même si les nuits sont parfois rudes, les migrants sont heureux d'être en vie et d'avoir enfin pu poser un pied en Europe. Nous voulons remercier les Européens. Nous voulons vous dire que nous, Syriens, nous sommes actifs. Nous comprenons que vous vous sentiez mal. Mais en temps de guerre, il faut être patient avec les gens. Lesbos compte cette année le plus grand nombre d'arrivées de migrants après l'Italie. Mais en pleine crise financière, la Grèce est incapable de contrôler la situation et se retrouve face à des difficultés financières. On essaye de gérer un problème européen. Jusqu'ici, on avait la bombe financière, les négociations avec l'Europe, et maintenant, dans l'autre main, on tient la bombe migratoire. Je ne sais pas laquelle des deux amortir en premier lieu. Plus de 100 000 réfugiés et migrants sont arrivés d'Afrique du Nord en Europe cette année. Près de 2000 d'entre eux ont perdu la vie lors de la traversée. Ces migrants sont arrivés en vie, mais leur long parcours ne fait que commencer. Prochaine étape, la capitale Athènes, pour tenter d'obtenir le droit d'asile. La Grèce également déçue aujourd'hui. Les ministres des Finances de la zone euro ont refusé de prolonger une nouvelle fois le programme d'aide grec au-delà du 30 juin prochain, ce que réclamait le gouvernement grec. Plus de 50 morts dans des inondations dans l'ouest de l'Inde. Des secouristes tentent aujourd'hui de sauver des personnes bloquées par les pluies torrentielles. La catastrophe a endommagé des habitations, routes, ponts et voies ferrées. La crise économique au Venezuela fait fuir les académies de baseball. Le pays a pourtant été pendant longtemps un laboratoire sportif. Plusieurs académies américaines de baseball y formaient des joueurs avant de les recruter aux États-Unis. Jouer pour les meilleures ligues américaines, voilà le rêve de ces joueurs de baseball. Le Venezuela a été pendant longtemps un vivier à champions pour les États-Unis. Dans les années 90, il y avait 23 académies nord-américaines installées dans le pays pour former des joueurs. Le baseball est même devenu ici un sport plus populaire que le foot. Mais depuis quelques années, les académies ferment leurs portes face à une situation économique et sécuritaire qui empire. Il ne reste que 4 académies. Pourtant, cet entraîneur garde l'espoir de continuer à former de grands talents. Si ça continue comme ça, on va devoir fermer. Mais en attendant, on continue. Il y a des résultats, car il y a beaucoup de talent au Venezuela. Joseph est l'un de ceux qui ont réussi. Recruté pour jouer au Texas, il a quitté son pays et rejoint la liste des 320 athlètes vénézuéliens partis aux États-Unis. Selon sa mère, le baseball et l'académie dans laquelle il s'entraînait lui ont offert la chance de sa vie. Elle s'inquiète de voir ces établissements fermés. Ce serait une catastrophe parce que le sport est primordial pour les enfants. Ça les aide à penser à de bonnes choses. Si les académies de baseball ferment, ça va être un désastre. 68% d'inflation annuelle, des pénuries de produits basiques et une criminalité record au Venezuela, c'est ce qui a fait fuir la plupart des organisations sportives, en plus d'une politique sur la propriété privée qui fait craindre aux académies la nationalisation de leurs installations. Les difficultés socio-économiques du pays, l'instabilité politique, l'insécurité personnelle, l'insécurité juridique ont poussé ces organisations à quitter le pays, du moins les structures connues en tant qu'académies, et elles sont parties en République dominicaine, où elles concentrent leurs efforts. À l'inverse du Venezuela, la République dominicaine facilite en effet l'installation de ces académies de baseball.
Ce sont principalement elles qui ont été à l'origine de la passion que le Venezuela cultive pour le baseball et de la naissance de grands talents. Le nouvel Eldorado des jeunes joueurs pourrait donc désormais bien être Saint-Domingue. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie et à demain.